Hey girls, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hello Bro. Du coup, on a décidé de créer le nôtre. Moi, c'est Annelise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les femmes dans le monde de l'art et dans les NFT. Et moi, c'est Jessie, je suis la fondatrice de la DAO Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Aujourd'hui, on reçoit Kenza. Kenza qui est collectionneuse, curatrice, spécialiste NFT et qui est aussi membre de la DAO Cyberbat. Bah, salut Kenza, on est super ravis de pouvoir discuter avec toi et je vais déjà te demander de te présenter un peu pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans le milieu de l'art et le Web3 en quelques lignes. Merci déjà de m'avoir aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Euh, Très rapidement, je m'appelle Kenza, ça fait maintenant 2 ans que je suis réellement dans le NFT space, comme on l'appelle. Et j'ai commencé un peu vraiment à m'intéresser à ça d'un point de vue artistique. Donc, je m'intéressais vraiment à ce que les artistes faisaient et j'avais été je trouvais ça génial en fait que l'art digital trouvait un peu une nouvelle vie à travers ce nouvel outil. Pour moi, un NFT, c'est un peu un outil de vente. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec des artistes. J'ai un background de management et puis j'ai aussi travaillé dans l'art. Donc j'ai commencé à travailler avec des artistes pour réfléchir à leur stratégie de vente, à la stratégie marketing, parce que ça reste quand même un space où il faut quand même se vendre. C'est assez overwhelming, c'est assez dur de devoir faire toute cette com tout seul. Donc, euh, donc, j'ai commencé à aider des artistes comme ça. Et puis, un jour, j'ai eu une super opportunité de commencer à travailler avec une plateforme de vente de NFT qui s'appelle Institute et qui a été cofondée par les cofondateurs d'une galerie à Londres qui s'appelle Unit London. Et donc, j'ai commencé en tant que community builder pour Institute. Et puis de ça, plein d'autres choses se sont passées. J'ai aussi commencé à curater des shows dans le metaverse. J'ai rejoint une DAO qui s'appelle Cyberbat et qui a pour but vraiment d'aider des artistes qui ont des origines africaines. Moi, je suis basée à Tunis, en Tunisie, donc j'avais vraiment envie de faire un projet qui soit pas si loin de mon pays. Tout ce que je voyais, en fait, c'était souvent des projets en Europe, souvent des projets aux États-Unis. Bon, il y en avait un peu marre à la fin, donc j'étais très contente de rencontrer des artistes, des curateurs, des gens qui travaillaient plutôt sur le continent africain et puis aussi un peu euh, côté Est. Tout ce que ce que je dis très souvent, c'est que voilà, j'ai envie de pousser un peu cette narrative qui soit sur le continent africain et puis plutôt vers l'Asie aussi. Et qu'on s'éloigne un peu de l'Europe et des Ouais. États-Unis. Mm. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu dur pour moi de me présenter parce que je fais beaucoup de choses et je fais toujours beaucoup de choses, mais j'aime toujours dire, voilà, j'aime travailler avec les artistes, j'aime curater des shows et puis voilà. Bah, ouais, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans le Web3, on est un peu tous des divergent, genre on fait plein de choses en même temps, les artistes sont collectionneurs, Mm. curateurs, eux-mêmes, etc. Mais c'est vrai que moi, je t'avais rencontré via Clubhouse en 2021, début 2021, je t'entendais parler sur des talks art NFT et tout, et je te trouvais déjà très inspirante à ce moment-là, et je trouve que c'est hyper intéressant comment tu es rentré dans le Web3. Donc, c'est vraiment par le biais de Unit London, c'est ça? Tu as commencé en tant que community builder. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est d'être Mm. community builder? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, bien sûr. Bon, faut juste en termes de timeline, euh, quand je suis rentrée dans l'NFT Space, c'était en 2020 et j'ai commencé à travailler avec Institute en 2021, en mai 2021.
Donc, en fait, pendant vraiment un an, un peu moins d'un an, j'ai commencé à rencontrer énormément de gens et à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc, quand l'opportunité avec Institute s'est présentée, c'était vraiment dans le sens où bah, j'avais déjà rencontré une certaine communauté, j'avais déjà interagi avec pas mal d'artistes et de gens du milieu, du coup. Et, c'est un peu, et mon rôle s'est créé un peu comme ça. Donc, ça a été community builder, donc quelqu'un qui puisse parler avec la communauté, qui soit à l'aise avec Twitter, qui soit à l'aise avec Discord, et qui puisse un peu bah, tenir au courant de ce que fait Institute et de commencer à disons, tisser des liens un peu plus personnels avec une communauté. Ça soit des artistes, ça soit des collectionneurs, des curateurs. Et donc, voilà, mon rôle, c'était un peu ça. Bon, maintenant, je suis toujours dans la communauté, mais je suis Head of Community maintenant, donc une petite promotion, Ok. euh, mais qui garde un peu le même, bah, disons, le même cœur de travail, mais là, ça s'étend un peu plus à, OK, quels sont aussi les partenariats qu'on peut faire pour faire des événements pour la communauté? Comment est-ce qu'on peut voilà, récompenser notre communauté? Quelles sont les activités qu'on peut faire? Et donc, ça s'est légèrement modifié, mais disons que voilà, le cœur reste le même, qui est de pouvoir maintenir une relation avec toutes ces personnes qui ont envie de suivre ce que fait Institute et ont envie de comprendre et voilà, de pouvoir interagir avec eux. Et du coup, ça a été quoi le... Parce que tu expliques que du coup, enfin, ça faisait déjà un an que tu t'intéressais au Web3 et ça a été quoi enfin, le déclencheur? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a amené là-dedans ou est-ce que ça a été quelque chose de progressif? Enfin, comment ça s'est C'est passé? ouais, c'est une histoire un peu. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être la même histoire que moi, qui ont dû vivre la même chose. Mais en mars 2020, plein Covid, à Tunis, on ne pouvait plus sortir, donc c'était quarantaine. Et cette nouvelle appli qui sort et tout le monde est là, waouh, waouh, c'est super. Il y a une nouvelle appli où tu peux parler, tu n'es pas obligé de montrer ta tête, tu peux juste discuter. Et c'est Clubhouse. Et j'ai mon partenaire avec qui je travaille à Tunis, on a un petit projet qui me dit, bon, vas-y, toi, tu vas adorer. Et il me dit, connecte-toi, fais un compte, machin. Donc, j'ai fini par me faire un compte sur Clubhouse. Mais le truc, c'est que, mais je rigole même pas, hein, mais une room sur. Non, deux rooms sur trois, pardon. Donc, deux salons. En français, je crois que ça a été traduit comme ça. Étaient sur des NFT. C'était toujours écrit NFT, NFT. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. C'est quoi NFT? Et du coup, un jour, bon, je me connecte à un de ces salons. Et les gens commencent à. Enfin, je les écoute en train de parler de ça. Et je comprends pas pour autant. Donc tous les jours, en fait, je revenais sur ces salons, j'essayais de comprendre, jusqu'au jour où j'ai finalement enfin pu comprendre ce que c'était. Et ça m'avait vachement, ça m'avait fasciné parce que pour moi, c'était une nouvelle, vraiment un nouvel outil de vente d'œuvres d'art, principalement d'œuvres digitales. Et je me suis Mm. dit, mais ça, c'est génial pour les pays où les marchés de l'art sont super petits, où la communauté est petite aussi, et où les opportunités de s'exporter sont très compliquées, ou même Ouais. de voyager sont très compliquées. Et pour moi, en fait, je trouve que pouvoir vendre son art digital en NFT te résout énormément de problèmes. Et des problèmes que ça résout, c'est vraiment cette mobilité. Bah, l'artiste, il peut Mm. peut-être pas forcément voyager, aller te montrer son travail dans d'autres pays. Surtout, il peut très difficilement être représenté par des galeries qui sont à l'étranger. Et en fait, tout ça, avec les NFT, je trouvais que ça réglait ces problèmes-là. Et donc, ça répondait vraiment à des besoins qui étaient propres à des communautés de certains pays, et même villes. Euh, et c'est ce Ouais. qui m'avait. Voilà, je me suis dit, c'est super. Je veux en apprendre plus et je veux peut-être travailler dans ça. Et puis même en tant que collectionneuse, enfin, parce que du coup, enfin, tu collectionnes aussi, je crois, sauf si je dis une Ouais, bêtise. non, non, effectivement, ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'en tant que collectionneur, enfin, on collectionne aussi un petit peu avec Jessica. Jessica beaucoup plus que moi. Mais du coup, ça te permet d'acheter des artistes qui sont vraiment aux quatre coins du monde et que enfin, que t'aurais jamais acheté, effectivement, sans ça, quoi. Ouais, 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 tout à fait.
Après, moi, je vais pas mentir, disons j'ai oublié le mot, mais quand on collectionne de l'art physique et puis quand on collectionne de l'art digital, l'expérience, voilà, est très différente. Moi, je collectionne en fait depuis que j'ai 18 ans de l'art physique traditionnel. J'avais jamais acheté une pièce digitale avant. Et en fait, l'expérience, elle se fait très... après, tu as une relation avec le galeriste. Tu n'as pas forcément une relation avec l'artiste. C'est vraiment plus tard et plutôt maintenant. Et vraiment, j'ai envie de dire aussi grâce au NFT et à ce monde-là que j'ai commencé à me dire, ouais, il faut que j'arrête cette relation un peu trop proche avec le galeriste et que maintenant, quand j'achète une pièce chez une galerie, que j'aille ensuite parler avec l'artiste et que je commence aussi une relation avec l'artiste. Parce que, voilà, on a tendance à vouloir plutôt avoir une relation avec le galeriste pour pouvoir, je sais pas, avoir des fois, c'est cool de pouvoir payer sur plusieurs fois, machin. Et la seule personne qui puisse te permettre ça, ça va être le galeriste. Bon, donc, c'est une relation très différente. C'est pour ça qu'avec l'art digital et les NFT, quand j'ai pu acheter directement de ces artistes, pouvoir parler directement avec eux, pouvoir leur demander, alors, raconte-moi l'histoire de cette œuvre, raconte-moi ci, raconte-moi ça. Bon, voilà, c'est très différent. C'est vraiment une expérience très différente et qui est beaucoup plus intime et qui est beaucoup plus intéressante, je pense. Après, faut pas acheter compulsivement parce que plus tu achètes, moins tu vas pouvoir nourrir cette relation. Donc, je suis très contente d'être pauvre en ce qui concerne la crypto. Et en plus, c'est très compliqué pour moi d'en avoir. À Tunis, c'est pas légal. Bon, c'est pas illégal, c'est pas légal, mais c'est très compliqué. Du coup, j'en ai jamais énormément et ça me permet d'acheter des petites pièces et de pouvoir vraiment avoir, voilà, c'est très différent. Donc, je suis contente qu'il y ait quand même cette barrière de l'argent parce que je me dis, mais les gens qui ont énormément d'argent, ça doit en acheter des milliers des NFT. Et d'ailleurs, certains s'en vantent un peu d'avoir une collection de 3000, mais je me dis, c'est pas possible d'avoir une relation avec près de 3000 artistes de qui tu as collectionné. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Donc, bon, après, c'est chacun collectionne comme il veut. Et je pense que le principal, au final, c'est quand même d'acheter chez les artistes, de leur permettre de vivre parce que ça reste une indépendance financière qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils avaient choisi un autre chemin. Voilà. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord pour le fait que ça donne vraiment une indépendance financière à pas mal d'artistes. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. En tout cas, moi, en tant que collectionneuse, c'est vrai que parfois j'ai cette envie d'acheter compulsivement. C'est vraiment bizarre parce que comme c'est ta crypto qui est dans ton wallet digital, tu as un peu l'impression que c'est un jeu pour moi, tu vois. Genre, Mm. ah, ça y est, j'ai gagné des petites étoiles, alors maintenant je peux les dépenser, tu vois. Et parfois tu te rends pas compte, mais tu dépenses beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Mais bon, après c'est vrai que c'est différent. Et est-ce que, du coup, c'est vrai que tu es collectionneuse depuis que tu es assez jeune, donc tu as commencé à collectionner des œuvres d'art à 18 ans. Et est-ce que aujourd'hui tu achètes toujours autant d'œuvres physiques ou est-ce que tu t'y intéresses moins? Est-ce que ça a changé ton rapport à l'achat en fait, à la collection d'œuvres physiques? Non, absolument pas. Non, non, Ok. vraiment pas. Et puis, d'ailleurs, j'ai aucun problème à le dire, mais je préfère collectionner des œuvres physiques que des NFT parce que pour l'instant, euh, c'est un peu compliqué d'exposer les œuvres NFT que j'ai achetées. Le premier moyen que j'ai trouvé, et le premier NFT que j'ai acheté, je l'ai imprimé, je l'ai encadré, c'était une peinture digitale. Ensuite, j'ai aussi collectionné des animations et des œuvres un peu plus compliquées à mettre chez soi. Euh, et le truc, c'est qu'à Tunis, bon, t'as pas vraiment de variété d'écran. Donc, tu peux ou acheter une télé, et je trouve que esthétiquement, c'est pas top, ou acheter un écran publicitaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec un ami. On vient de lancer une petite micro-galerie à Tunis et on a dû justement acheter un écran publicitaire. Mais ça coûte très, très cher. Et en termes de taille, tu es aussi assez... tu restes très limité.
Ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé des écrans carrés. Il y a vraiment énormément d'innovation qui est en train d'être faite de ce côté-là. Mais bon, le temps que ça arrive à Tunis, moi, je peux attendre une dizaine d'années. Donc oui, j'ai gardé le même amour pour la collection d'art traditionnel. Ça reste toujours facile. Et puis, Tunis, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une toute petite communauté, un petit marché de l'art. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir acheter aussi d'artistes que je connais et qui ont mon âge ou plus jeunes. Et voilà. Ouais, carrément. Bah, du coup, en fait, pour toi, c'est important d'afficher les œuvres que tu achètes. Mm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs, en tout cas dans les NFT, qui s'en fichent en fait complètement, tu vois, genre comment dire, d'afficher, c'est ça, chez eux, les œuvres, ils préfèrent les mettre dans des petites galeries, cyber galeries, etc. Ouais. Hmm. J'ai une question, vu que tu as dit que c'est pas hyper légal du coup d'avoir de la crypto en Tunisie, du coup les artistes, ils font comment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes du coup qui vendent des NFT En fait, euh, je vais vous expliquer le vrai problème. Euh, Il n'y a pas de, il y a pas de loi qui dit que c'est interdit. Mm. Et si tu vas voir un avocat à Tunis, il te dit, bon, la loi, elle est binaire, c'est oui ou non. Et l'exception, c'est le non. Donc, si on n'a pas écrit cette exception, si on n'a pas dit non, c'est illégal, alors c'est légal. Ok. Et donc, la crypto serait réellement légale, mais le truc, c'est que, enfin, la Tunisie ne le reconnaît même pas. La crypto, elle ne reconnaît pas la crypto, donc c'est une monnaie fictive, on s'en fiche. Par contre, le problème, c'est que pour acheter, il te faut une carte internationale. Mm. Ou il te faut PayPal, ou en tout cas, il te faut de la devise, c'est clair, il faut euros, dollars, voilà. Et à Ah, Tunis, on n'a pas le droit de posséder de devise, à moins de pouvoir le justifier. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir des euros, tu n'as pas le droit d'avoir des dollars, tu n'as pas le droit d'avoir une carte internationale si tu n'es pas capable de le justifier. comment ça se fait? Il Enfin, il y a une faut explication. demander à la banque centrale. Ok. C'est une manière de, je sais pas. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est un grand mystère pourquoi est-ce qu'ils n'ont décidé de pas ouvrir ça. Mais c'est une manière de réguler, je pense. Il y a une certaine peur. Mm. Bon, je sais pas si elle C'est est pour que vraiment vous ayez. rationnelle cette peur. Mais ouais, en plus, et le problème, c'est que notre dinar, c'est vraiment une monnaie qui est très faible, euh, qui n'est pas aussi forte que l'euro, clairement pas. Et donc, même si on a envie d'acheter, enfin, c'est très compliqué en tout cas. Voilà. Et donc, les artistes, s'ils ont envie de se lancer dans ça, il faut absolument que quelqu'un les aide, leur offre voilà, Mm. une telle somme en crypto, et puis ensuite, éventuellement, ils peuvent le rendre. Après, tu as d'autres blockchains qui ne te demandent pas d'argent, euh, mais il y a toujours, on sait, il y a toujours des petites fees à payer, il y a toujours des choses à Ouais. mettre en place. Voilà. On ne peut rien faire sans une petite base d'argent. Donc, il y a quelques artistes tunisiens qui se sont lancés dans, je pense que la blockchain la plus abordable, c'est la Tezos. Mm. Donc, il y a pas mal d'artistes tunisiens sur Tezos. Mais voilà, tout le monde s'est fait aider à un moment par un ami, par la famille. Puis de là, voilà, ils ont commencé un peu leur carrière. Mais c'est très compliqué. Mais on a un peu l'impression que ça va permettre de démocratiser auprès de plein de pays où justement enfin, le marché de l'art n'est pas forcément ouvert vers l'international. Mais effectivement, rien que l'accès aux crypto-monnaies ou même, enfin, je pense que des fois on ne se rend pas compte, mais même l'accès à Internet, enfin, pas en Tunisie, mais peut-être, Oui, oui, mais oui. dans d'autres pays, en fait, finalement, bah, c'est pas si, enfin, c'est pas une technologie qui est si accessible que ça et Tout à fait. qu'on Tout peut à tous fait. s'y mettre, quoi. Tout à fait. Ouais, mais je suis très contente que vous en parlez parce que on a tendance à oublier que c'est pas si facile d'intégrer cette communauté et de pouvoir commencer aussi à vendre comme ça. Parce que ouais, il te faut une Internet, il faut que ça soit stable, faut que tu aies un ordi ou un Ouais, aussi. smartphone. Enfin, mais qui est-ce qui peut avoir tout ça à part je veux dire, c'est très compliqué pour certains pays, c'est clair, et pour certaines personnes, dans certains pays aussi. Enfin, à Tunis, tout le monde n'est pas riche, ou tout le monde n'a pas forcément cet accès. Pour moi, c'est des objets de luxe. Donc, je dis riche, des fois, bon, c'est vrai, ça paraît un peu too much, mais pour moi, l'ordi, le smartphone, c'est des Mm. objets de luxe. À Tunis, le salaire minimum, c'est l'équivalent de 150 euros. Je pense que les gens vont plutôt vouloir acheter pour manger, pour payer Mm. leur loyer, qu'aller se mettre cet argent dans un ordi ou dans autre chose. Donc,
moi, je pense que c'est bien d'en parler et de rappeler que voilà, c'est une technologie qui peut aider énormément, mais il faut quand même avoir les moyens de pouvoir se permettre cette technologie. Et malheureusement, maintenant, voilà, les conversations sur le Web3, sur la blockchain, sur les possibilités, ça va rester assez limité à certains pays et puis à certaines classes socio-économiques. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis, si les gouvernements s'intéressaient aussi à cette technologie pour essayer de... Parce que bon, la blockchain, pas que pour le monde de l'art, mais elle te permet aussi, c'est une technologie qui te permet de beaucoup plus que ça. Il y a énormément de startups qui l'utilisent pour voilà, d'autres projets. Je me dis, peut-être qu'il y a des choses à faire là-bas. Peut-être que aussi voilà, s'intéresser à DeFi, à la Decentralized Finance, ça peut être aussi une solution pour certains pays. Donc, il faut aussi que les gouvernements fassent leur boulot en termes de juste voilà, de s'intéresser, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que c'est intéressant pour le développement économique du pays? Est-ce que c'est intéressant pour voilà, quel problème est-ce que ça peut régler? Et peut-être qu'à partir de là, on aurait oui quelque chose de différent. Mais voilà, je sais pas, il faudrait. C'est beaucoup d'éducation, je pense. Et ça revient souvent d'ailleurs. On dit voilà, il faut continuer d'éduquer, il faut continuer de parler de ça, il faut continuer d'aller et d'expliquer. Et je pense que ça va être comme ça pendant encore 5 bonnes années. Et ça me fait penser à ça aussi. Enfin, bah, du coup, on parle des barrières, mais il y a aussi, j'imagine, la barrière de la langue. Parce que la plupart de... Enfin, Ouais. là, tu parles d'éducation, mais j'imagine qu'il faut aussi éduquer et dans différentes langues. Parce que, enfin, nous, on essaye de le faire avec Jessica en français, mais je sais pas s'il y a beaucoup de ressources qui existent en arabe. Enfin, je me rends pas compte du tout. Déjà, je trouve qu'en France, il n'y en a pas tant que ça, tant que ça. Alors, Ouais, ouais. Le problème, c'est que le vocabulaire de base, il est en anglais. Donc, même si vous allez trouver des ressources en français, elles vont traduire des mots en anglais et elles vont continuer à les utiliser. Je veux dire, comment, enfin, c'est devenu tellement, c'est devenu des mots que tu peux pas ne pas utiliser en anglais. Je sais pas comment l'expliquer, mais le vocabulaire est tellement, ça a vraiment tellement commencé là-bas que même en français, tu vas te retrouver à utiliser ces mots-là. Et puis en arabe, ça commence un petit peu, mais c'est encore plus compliqué. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, ben, on peut en venir aussi à la DAO dans laquelle tu es membre, qui s'appelle CyberBat. Du coup, moi j'ai déjà plusieurs questions, genre CyberBat, ça fait référence à quoi et quel est ton rôle exactement dans cette DAO? Alors, BAT, en fait, ça veut dire langage en Wolof. Donc, bon, CyberBat, voilà, c'est un nom qui a été choisi par Linda Dounia, qui est la fondatrice de la DAO. Et en fait, la fondatrice de CyberBat à la base, qui n'était pas une DAO. À la base, c'était une expo euh, qui avait été faite sur Foundation, donc un drop avec plusieurs artistes pareils, tous d'origine africaine, et qui a ensuite été suivie par une expo physique à Dakar. Ok. Donc c'était en août 2021. Et en novembre, Linda s'est dit, bon, bah, pourquoi pas en fait faire une DAO et regrouper tous ces artistes qui ont participé et essayer vraiment de faire quelque chose, de faire un projet qui puisse aider les artistes du continent, de la diaspora, et de créer des opportunités, créer des événements un peu différents et vraiment de créer cette communauté d'artistes et de curateurs euh, qui se spécialisent, on va dire, et qui s'intéressent vraiment au continent, à essayer de le développer, à essayer de faire des choses, etc. Donc en novembre 2021, Cyberbat s'est créé en tant que DAO. Et moi, j'ai rejoint. Je suis la seule qui. On est 25, je crois, maintenant dans le DAO. Tout le monde est artiste sauf moi. Je suis juste commissaire d'expo. Mais je suis membre de la core team qu'on appelle Operations Club. Ok. Et donc, ça consiste un peu à trouver les opportunités, trouver les partenariats, ramener de nouvelles initiatives
et voilà, c'est un peu ce que je fais. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce qu'elle fonctionne, votre DAO? Est-ce qu'elle est déjà complètement décentralisée? Est-ce que vous avez déjà le smart contract, etc. Alors, en fait, ça a commencé tellement rapidement. Donc, on a créé un petit fonds, une wallet adresse avec Multisig. Donc, on a un petit fonds euh, auquel on a tous contribué pour commencer. Donc, on a tous mis un Ok. peu d'argent dans ce fonds qui a permis de financer déjà quelques premières initiatives. On avait fait un fundraising aussi. Euh, et avec cet argent, on a pu financer notre booth à Art Dubaï en mars. Euh, donc, ça a été la première chose qu'on a fait. En fait, on a directement, on a commencé avec des initiatives pour faire connaître la DAO. Euh, et dans le but d'éventuellement pouvoir lancer notre token et pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, on est rentré dans une dynamique où il fallait faire plein d'événements, il fallait faire plein de trucs. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, le prochain événement en date auquel on va participer, c'est Proof of People à Londres Ok. la semaine prochaine. Et le dernier qu'on vient de faire, c'était à NFT NYC. Il y avait Mm. plusieurs événements auxquels on a participé. Donc voilà, en fait, on s'est tellement focalisé sur, OK, voici, on a 25 artistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ou il faut il faut qu'on puisse trouver des opportunités un peu partout. Donc, on avait fait ça. Euh, et là, en fait, on s'est regroupé il n'y a pas si longtemps pour voir les next steps. Donc, on est en train de construire notre site web, on est en train de réfléchir aux euh, aux nouveaux mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir vendre, pas forcément avoir un fundraiser, pas forcément faire toujours des partenariats avec d'autres entreprises ou organisations, mais vraiment se dire, OK, là, on peut faire un drop sur notre site web qu'on a envie de rendre Web3 aussi. C'est pas un Mm. site web Web2. Pouvoir faire donc nos propres drops et du coup réfléchir aux propres smart contracts, etc., qu'on pourrait faire pour la DAO. Et du coup, lorsque vous levez de l'argent, j'imagine, est-ce qu'il y a une partie qui va aux artistes et une partie qui reste Oui, pour organiser les expos, c'est ça? bien sûr. Ouais, ouais. À chaque fois, en fait, on se met d'accord sur un pourcentage. Pour le fundraiser, le pourcentage était beaucoup plus élevé pour la DAO parce que le but, c'était vraiment bah, de, de, de relever le maximum de fonds pour faire rouler Mm. la DAO. Par contre, pour les autres initiatives en général, alors où on prend rien du tout, aucun pourcentage, et du coup, l'artiste bah, récupère la plupart des fonds qui lui reviennent. Euh, où on fait un pourcentage curatorial qui est entre 5% et 15% en fonction des projets. Ah, Ok. c'est vraiment faible hein, Enfin, c'est Le vraiment but, faible. Par rapport au monde de l'art traditionnel, c'est clair. c'est beaucoup plus Ouais, ouais. bas. Ce Mais qui est on pas est du dans tout une une norme. critique, hein. Ouais, ouais, non, mais on est dans une norme en ce qui concerne le monde NFT. C'est clair, le monde traditionnel, Mm. j'en parle même pas. Pour moi, c'est fou les pourcentages. Ouais. Euh, Après, il y a des organisations et d'autres, bon, c'est pas vraiment des galeries, mais presque, dans le monde des NFT qui prennent un pourcentage super élevé. Hein. Ça existe. Mais moi, je trouve ça aberrant. Je, Ah ouais. Ça va contre toute l'éthique qui s'est créée à la base. Et puis c'est pas très concurrentiel aussi, je pense. C'est c'est un peu étrange. Je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, je pense pas que sur le long terme, les artistes vont accepter qu'il y ait des pourcentages pareils, quoi. Enfin, Ouais. Bah, déjà, ils acceptent pas. C'est très dur de trouver un artiste, en tout cas qui a passé un certain temps dans cette communauté, d'accepter un pourcentage aussi élevé, à moins que ça soit un truc de malade qui lui offre d'autres avantages et d'autres mm, opportunités. Mais bon. Mm, complètement. Et du coup, disons que moi, en tant que collectionneuse, j'ai envie de participer à la fundraiser, j'achète un NFT. Si je suis holder d'un NFT, qu'est-ce que j'ai en retour, entre guillemets? En général, dans les DAO, quand tu es holder d'un token ou quoi, mm. bah, tu peux avoir accès Ouais, à certaines choses. tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a mis en place, mais qu'on n'a pas encore exécutées.
mais c'est des airdrops. Donc, pouvoir recevoir des airdrops d'artistes de la DAO de temps en temps, donc de manière un peu régulière. Et puis aussi, on voulait lancer le token. Et une fois le token lancé, on allait le redistribuer aux collectionneurs en fonction de leurs achats et à quel point ils nous ont aidés. Bon, c'est toujours sur la, c'est toujours sur, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, mais on n'a pas encore commencé. Mais c'est une manière pour nous, voilà, euh, de dire merci et puis de leur permettre de recevoir autre chose que des airdrops ou que des. Bon, après, il y a aussi des tickets à des événements. On a invité des collectionneurs à Art Dubai pour qu'ils puissent venir. Il y a dès qu'on a des, disons, des opportunités, Ouais, des opportunités. voilà, à offrir, on le fait. Donc, ça va être voilà, des invitations à des événements, des airdrops et puis éventuellement des tokens. Et des whitelists aussi, peut-être, non? Ouais, Je sais pas. ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu sais, et est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui vont écouter du coup cet épisode, comment est-ce qu'on lance un token? Est-ce que tu sais ou Mm. pas? Bah, justement, en fait, ce que nous, on a fait appel à des gens qui se sont spécialisés dans ça. On avait fait un premier meeting, on a fait appel à deux entreprises. C'est des entreprises. Donc, c'est eux qui s'occupent, en fait. Tu expliques ce que tu veux faire, quel type de token, Mhm. euh, quel est le prix que tu veux mettre initialement, tous ces petits détails. Et puis, c'est eux qui s'occupent de créer ce token. Nous, on n'a pas Ok. Ce ce savoir-faire. knowledge. Ouais, ce savoir-faire, exactement. Et du coup, est-ce que par exemple, aller chercher les services de ces experts, est-ce que ça coûte cher ou est-ce que c'est plutôt accessible? Euh, Alors, à Lisbonne, d'ailleurs, à NFC Lisbonne, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait ça gratuitement et quelqu'un d'autre qui faisait ça pour 5 000 euros. Et je crois D'accord. que en fait, chacun fait un peu comme il veut. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc ouais, pour ceux à qui on a fait appel, c'était un prix assez fixe. Pour le coup, les deux à Mm. qui ils s'étaient alignés. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres personnes qui te disent OK, voilà, on vous fait ça gratuitement, nous on a envie d'aider les gens et tout. Et il y a d'autres qui en ont fait un travail, ce qui est tout à leur honneur aussi. Donc Mm. voilà, c'est un peu plus élevé. Mais, euh, mais ouais, c'est un budget que moi je pense qu'il faut quand même, pour toute personne qui a envie de lancer son token, il faut quand même réfléchir au budget. Donc avoir quand même quelque chose. Puis se Mm. dire OK, voilà, cet argent, je vais le mettre pour lancer mon token. Faut qu'on attende alors avant de lancer notre token. C'est ça. Ça dépend. Ça dépend. Là. Si vous tombez sur les. Il faudrait que je retrouve le contact de la personne qui m'a dit on fait ça gratuitement, franchement, parce que c'est très cool de tomber sur des gens qui sont prêts à t'aider comme ça. Mais Mm. Ouais. voilà, ça dépend. Après, je pense que c'est important aussi d'avoir quand même une petite communauté qui soit assez Mm. engagée de base avant de lancer son token, parce que c'est vrai que si tu lances un token et qu'il n'y a pas grand monde, bah enfin, Ouais. ça servira peut-être à rien. Mais du coup, Kenza, donc en fait, la mission vraiment de votre DAO, c'est en fait de créer une relation artiste-collectionneur. C'est ça, un écosystème qui fonctionne sur la longue. Donc les collectionneurs achètent les œuvres d'artistes, puis sont récompensés, et puis vous Ouais, faites une exposition et ça tourne en fait comme ça. tout à fait. Après, là, on s'est vachement focalisé sur les artistes et comment on peut les aider. Donc, en fait, euh, quand on fait des partenariats avec des plateformes ou des événements comme Proof of People, comme là, on va faire un drop avec une nouvelle marketplace qui va être lancée très bientôt. Les collectionneurs qui achètent à ce moment-là, ils ne rentrent pas dans la DAO. C'est Mm. vraiment quand on fait des drops par nous-mêmes, comme on a fait à Art Dubai, comme on a fait pour le fundraising aussi. C'est là vraiment que la relation avec le collectionneur elle se déclenche. Et enfin, je suis désolée, la question n'a pas énormément de rapport, mais est-ce que tu pourrais nous parler de
d'une ou deux artistes femmes que vous représentez dans la DAO et dont tu aimes Oui, particulièrement le travail et aussi peut-être, est-ce qu'il y a un rapport, je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'artistes hommes que d'artistes femmes? Enfin, est-ce qu'il y a à peu près une parité ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Enfin, je... je crois je crois que c'est vraiment très équilibré pour le coup. Mais on n'a Ok. même pas fait exprès, hein. Ça s'est juste fait comme ça. Euh, Ce qui est génial. Et Ouais. oui, bien sûr, pour le coup, on a vraiment énormément d'artistes femmes qui sont incroyables. Donc, il y a Linda, déjà, pour commencer. Linda qui a vraiment évolué de manière assez impressionnante dans son travail. Elle avait commencé avec plus du graphisme, puis ensuite de la peinture digitale, pour ensuite maintenant faire de l'art génératif. Je trouve ça incroyable. Il y a aussi Abby Yua, que j'adore, qui est une artiste qui travaille avec la 3D et de l'animation, qui est basée aux États-Unis, mais qui est d'origine nigérienne, si je ne dis pas de bêtises. Je pourrais en citer tellement d'autres. Il y a aussi Emeni, qui est tunisienne, mais qui est basée à Doha, qui fait de la peinture digitale, qui est incroyable. Il y a aussi Akosia, qui est photographe. Enfin, je veux dire, je pourrais en fait tout citer tout le monde. Je ne sais pas si je suis très objective pour le coup, mais sincèrement, la qualité des artistes qu'on a dans la DAO, et c'est vraiment pas parce que c'est la DAO dans laquelle je suis, ni enfin, c'est vraiment assez impressionnant. On a vraiment des artistes incroyables. Et on a aussi ce gros focus sur, oui, sur la diversité, on a fait un panel il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai modéré un panel avec quelques artistes de Cyberbad pendant la Pride Month que Mm. Decentraland organisait. Et j'étais super contente de voir que quand même on a une DAO super diverse, même en termes de genre, même en termes de Mm. sexualité, et ça c'est génial. Et, et donc voilà, ouais. Je voulais juste savoir, donc comment est-ce que vous recrutez les artistes? Genre si il y a des artistes qui aimeraient rejoindre votre DAO aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, bientôt en fait on va lancer, pardon, bientôt on va lancer l'appel à participation. Euh, je sais pas comment on dit en français, candidature. Enfin bref, les gens vont Mm. pouvoir enfin envoyer leur candidature. Et ça se fait par vote. Donc, on va revoir ensemble les candidatures et on va voter avec la core team. Alors, qui est-ce qu'on prend next? Voilà. C'est cool. Ouais. C'est Ouais. cool. Et je suis désolée, je me permets juste de rebondir sur ça, mais c'est vrai que c'est marrant parce que souvent on a l'impression, quand on parle des artistes issus de, enfin j'aime pas dire minorité, mais je sais pas quel est le bon terme qu'on pourrait employer. Mais souvent on a l'impression que du coup, genre que déjà c'est suffisamment entre guillemets compliqué de trouver des artistes issus de ces minorités-là, alors que du coup ça va être encore plus compliqué de chercher la parité ou de chercher des orientations de genre différentes. Là, finalement, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, bah, assez naturellement, vous êtes arrivé à quelque chose d'assez paritaire où vous avez finalement une représentation qui est assez diverse. Et du coup, je trouve ça juste intéressant parce que nous, Mm. on avait discuté avec Jessica des artistes du monde arabe. Et on nous avait dit que c'était très compliqué de trouver des femmes. Enfin, Bon, ouais, on nous avait plutôt dit que, bon, déjà, on a des artistes issus du monde arabe, donc déjà, c'est pas mal. Donc, on ouais. a l'égalité des genres après. Donc, on a trouvé ça un peu bizarre parce que, bon, finalement, c'est possible, quoi. Enfin, vous l'avez fait très naturellement et, Mais voilà, en fait, on n'a même pas cherché à le faire, ça s'est juste fait. C'est comme ça. Mm. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, quand on a commencé, on ne s'est pas tous présentés les uns après les autres. Et ça s'est fait comme ça. Bon, on s'est dit, voilà, on va faire des trucs. Et puis, des fois, je me retrouvais dans des Twitter Space avec des membres de la DAO et ils parlaient de leur expérience, d'où ils venaient et tout. Et je me dis, mais mon Dieu, ça fait genre 6 mois qu'on est ensemble et tu savais même pas le quart de ce que tu viens de raconter. Du coup, oui, vraiment, j'ai découvert des choses
sur les membres de Sablebat, un peu comme ça, par hasard. Et je me dis, waouh, en fait, c'est incroyable la diversité de background, les expériences différentes. Et ça, je trouve ça, franchement, je trouve ça génial. Genre, c'est toujours un plaisir d'en découvrir plus. Donc, quand j'ai fait le panel et que j'ai compris qu'il y avait quand même certains artistes le panel pour Pride, c'était aussi une jolie surprise. On me dit, bon, c'est super. En plus, on a cette diversité en plus et c'est cool. C'est vraiment, pour moi, plus on est, voilà, plus il y a de la diversité, mieux c'est. Tu penses que c'est lié à quoi le fait que vous ayez une curation qui soit aussi diverse finalement? Enfin, tu penses qu'il y a des choses que vous avez faites qui ont favorisé en fait ce résultat ou en fait enfin, pas du tout et... Franchement, je pense pas. Ok. Ça se verra peut-être pour les prochains membres qu'on va intégrer. Mais là, pour cette première cohorte, il n'y a pas vraiment... Ouais, non. Je Pas dirais Linda, bon, d'explication. parce qu'au final, c'était Linda qui avait fait une première expo avec ces artistes-là. Donc, c'est un peu son œil curatorial. Mais sinon, non, il n'y a pas d'explication. Ok, je prends. Et moi, j'ai aussi un peu une dernière question, plutôt par rapport à vos projets à venir. Donc, tu nous as parlé de l'expo à Londres, Proof of People. Du coup, si j'ai bien compris, ça va être, enfin, toutes les œuvres seront mintées sur Tezos, c'est ça? Non, pas forcément. Ok. Elles peuvent être mintées n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. Ok, Ouais. je pensais que c'était un événement purement Tezos, mais je me suis... Non, 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 Ok. non, du tout. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on clôture cette discussion? Peut-être rapidement annoncer que en mai, on a lancé avec un ami une micro-galerie NFT à Tunis. La première, je pense, d'Afrique, mais on rigole, mais on joue un peu sur les mots en disant micro-galerie NFT. Donc, c'est vraiment une niche. Et on l'a lancé en mai à Tunis, dans la Médina, donc la vieille ville de Tunis. Et chaque 2 semaines, on a un nouvel artiste qui expose là-bas. Donc, on a commencé avec Linda, d'ailleurs. Ensuite, on a eu Missen Pei, qui est une artiste coréo-américaine. Et là, maintenant, et je vais l'annoncer bientôt là sur les réseaux, on a Denu, qui est un artiste trans du Brésil. Et du coup, c'est super. En fait, c'est un projet qui moi, m'amuse beaucoup et qui me permet de montrer quelque chose de différent à Tunis, parce qu'en fait, c'est une galerie qui s'ouvre pas. L'expérience se fait à travers la vitre. Et le matin et le soir, c'est des expériences très différentes. Et puis, ça me permet de commencer à expliquer aux gens ce que sont les NFT. On a fait une petite plaque à l'entrée où les gens peuvent scanner un QR code et puis en apprendre un peu plus sur le projet. Et puis d'un autre côté, ça permet une expérience assez sympa pour les artistes, d'avoir comme ça leur œuvre au milieu de la vieille ville à Tunis. Et c'est une expérience assez intéressante parce que on dirait vraiment voilà, un ovni au milieu de la Médina. La Médina, c'est quelque chose, c'est une vieille ville qui est très architecturalement parlant, elle a son propre caractère. Et Mm. Mono, la galerie, c'est juste une plaque en inox, une porte blindée en inox avec une espèce de hublot d'avion. Et du coup, tu te dis, waouh, c'est assez, c'est assez bizarre de voir ça au milieu de la Médina. Donc, les gens s'arrêtent toujours devant. Et donc, c'est une expérience assez intéressante. Et voilà, je voulais juste dire 2 mots dessus parce que c'est assez cool comme projet. Et je suis très contente de ça. Ouais, je trouve que c'est une super initiative, justement, aussi. On parlait d'éducation, mais parfois, Mm. avoir vraiment des galeries physiques, ça permet aussi d'attirer les gens, de leur expliquer ce que c'est que les NFT, etc. Donc, je trouve ça assez cool. J'irai faire un tour. Vous avez un site? Non, on a Instagram et Twitter. Ok, Pour le coup, on a juste Instagram et Twitter, c'est mono. ok. Je vous enverrai et puis vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Bah ouais, carrément. Puis on ajoutera bien sûr tous les liens sous la vidéo. Mm.
Mais en tout cas, on te souhaite que des belles choses dans tous tes projets. Mm. Et j'espère qu'on pourra te rencontrer en face à face pour... Oh, mais pareil. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Encore merci de m'avoir invité. Et oui, je suis sûre on va se voir très bientôt. Bah, merci à toi. Bah, à très bientôt. Merci encore. Ciao, à ciao. Bonne bientôt. journée. Bye Bonne bye. Ciao. Bah, merci beaucoup à Kenza d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. On vous met dans la description de la vidéo tous les liens pour aller suivre son travail. On vous incite vivement à aller suivre tout ce qu'elle fait. Et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Girls Planning. À bientôt!